Donc aujourd'hui, mes diapos sont en anglais et je vais vous parler en français. J'espère que ça pose pas de problème à personne. Je vais vous parler des mutations, du procédé de mutagénèse pour les coronavirus et qu'est-ce qu'on fait de ces mutations, puisque effectivement on peut séquencer et puis au bout d'un moment on a plein de séquences, comme vous le savez mieux que moi. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc, voilà le plan de mon exposé. Je vais vous rappeler quelques points sur la réplication. Sur le taux de mutagénèse du SARS dont on a parlé, qui varie amplement suivant les estimations et les moments. Comment analyser les outils qu'on a commencé à mettre en place pour analyser les mutations rapidement. On voit des mutations qui apparaissent, effectivement, il faut rapidement réagir pour savoir où elles sont et ce qu'elles font. Qu'est-ce qu'elles impliquent en tant que détermination structurale et fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on peut en faire sur les traitements. Et puis cette connexion entre mutation, structure-fonction avec quelques exemples. Donc sur la réplication du SARS coronavirus, alors évidemment les choses ont beaucoup changé. Dans le sens, ça c'est une diapo qui datait de 2007, quand on travaillait avec des collègues de Leiden sur le sujet, et on était finalement bien tranquille, puisque même si le SARS était apparu quelques années plus tôt, les deux têtes de pont d'études, c'est les artériovirus. Et c'était les artériovirus et les coronavirus, avec tout un tas de nouvelles familles qui commençaient à émerger, qui sont donc de cette famille des nidovirus. Alors voilà une diapositive rapidement qui donne les principales caractéristiques des nidovirus. Donc ce sont, en haut on voit là un grand génome d'ARN de l'ordre de 30 kb. Alors ça c'est pour les grands nidovirus, les artériovirus c'est la moitié, comme je vous le montrerai. Et donc surtout en fait une hétérogénéité de taille génomique assez importante, qui infecte à peu près tout ce qui comme hôte. Et chez les humains évidemment 7 pathogènes, dont 3 qui sont vraiment problématiques, le SARS-CoV numéro 1, donc version 2003, le SARS-CoV-2 actuel, le MERS qui a émergé en 2012 et qui continue de progresser, enfin il se maintient en fait, on dira. Et puis d'autres évidemment saisonniers. Et surtout, en fait, on en parlait beaucoup avant l'émergence du SARS numéro 1, on en parlait beaucoup à cause des pathogènes nidovirus animaux, donc Equine arteritis virus, chez les chevaux, et une peste porcine, PRSSV, qui détruit beaucoup de porcelets dans les élevages. Il y en a d'autres, il y a le TGEV, etc. Donc parmi les caractéristiques de ces génomes, ce grand ARN messager est traduit en une grande protéine ORF1A et 1B. Alors ce qui se passe, c'est que dans un tiers des cas, il y a un stop, ici, mais dans 2 tiers des cas, ça stoppe là, et dans un tiers des cas, le stop est passé avec la protéine continue, change de cadre de lecture et fait une fusion de protéines ORF1AB. Ce qui fait que, effectivement, on arrive à 1/6 de gène ORF1B par rapport au ORF1A. Ce qui fait qu'en fait, c'est un moyen élégant de réguler la stoichiométrie des différentes protéines. Et là, se trouvent des protéines de réplication, dont on n'a pas besoin d'avoir des kilos. Je dirais même pour tous ceux qui essaient de les exprimer dans des cellules pour faire des protéines recombinantes, elles sont la plupart du temps toxiques et effectivement, déjà quand on fait des virus où l'expression est augmentée, ça marche pas bien. Ensuite, cette grande protéine, alors là ensuite, par un autre mécanisme que je détaillerai rapidement dans la diapositive suivante, il y a une expression de gènes auxiliaires qui sont structuraux et auxiliaires en fait, donc la fameuse spike et les autres protéines, aussi avec un mécanisme sophistiqué qui permet de réguler la stoichiométrie de tout ça. Bon, je vais plutôt me concentrer sur ORF1AB qui est processé par des protéases. La protéase principale c'est MPRO qui est NSP5. Et puis PLPRO, dont on connaît assez mal le rôle finalement,
qui sont les deux protéases du SARS et qui permettent de cliver les deux, cette polyprotéine en 16 petites protéines chez qui on détecte des homologies de séquence avec des enzymes dont je vais vous parler. Donc c'est non structural, on appelle NSP, tout cela, et les protéines structurales ici. Ici est à peu près mis grosso modo à l'échelle entre le virus d'artérivirus EAV, donc il fait 12,7. Ça c'est déjà un génome relativement grand pour les virus ARN. La polio c'est 7,5 kb par exemple, la dengue c'est 11 kb, l'hépatite C c'est aux alentours de 10 kb. On voit déjà c'est des virus qui commencent à être relativement grands chez les virus ARN, mais par rapport au coronavirus c'est juste des modèles réduits. Voilà à peu près mis à l'échelle. Et voilà un Southern blot, ou un Northern plutôt, des ARN produits par les différentes ORF qui sont ici, des protéines structurales. Donc on voit qu'il y a tous ces messagers. Alors effectivement ici il y en a 9, et puis le grand là qui représente ORF 1b. Alors ça c'était old style, hein, ce qu'on savait. Maintenant voilà où on en est en fait. Donc là, c'est pas la nouvelle phylogénie, c'est le tracking finalement, puisqu'on arrive à un degré de résolution beaucoup plus fort avec, ça c'est Guy Z qui nous montre où on a été depuis le début de la pandémie jusqu'à la fabrication de tous ces virus. Alors chaque fois qu'on monte, c'est des mutations, donc on voit qu'au cours du temps, on peut déterminer des vitesses de mutation ici, puis des évolutions relativement faibles, et puis des sauts évolutionnels. Effectivement, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, qui y a-t-il derrière là-dessous, à part les gens de Guizet, bien sûr? Un point de vue moléculaire, il y a une enzyme clé, qui est l'ARN polymérase, qui va fabriquer ces ARN, répliquer ces génomes. Alors, pendant longtemps, il a été difficile de pouvoir l'obtenir au laboratoire, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'elle n'était pas seule. Et c'était un complexe ternaire de NSP7 qui est marqué ici en bleu, NSP8, 2 copies, et puis NSP12, la fameuse polymérase qui est inactive par elle-même. Et donc quand on fait seulement ce complexe, on a une polymérase qui est active. Alors on voit que NSP8, si on ne met pas de l'ARN, en fait on le retrouve complètement replié là et on a une très mauvaise définition, mais quand on met de l'ARN double brin qui sort, hop, il s'étend et il permet de tenir l'ARN pour obtenir un meilleur fonctionnement de l'enzyme. Donc, depuis, la situation a évolué, en particulier la structure de ce complexe a été faite en 2018 sur le SARS numéro 1, après des années de lutte par un groupe d'Américains. Et en fait, ce qui a été clair, c'est la grande homologie qu'on connaissait déjà, au point de vue séquence, entre les picornavirus, là c'est le poliovirus, et le NSP12 du SARS. Donc on voit que les doigts, la paume et les éléments clés de la polymérase sont à peu près vraiment bien représentés. Ça a permis d'ailleurs de construire la structure de la polymérase. Et puis en fait, sa valeur ajoutée, c'est qu'elle a beaucoup d'autres protéines accessoires. Donc on voit là NSP7, 8 qui se fixe sur NSP12, qui donne, une fois qu'il y a l'ARN, on voit NSP8 qui s'allonge et qui se met dans la même position que sur la diapositive précédente. On voit que on peut aussi, à mesure qu'on rajoute des protéines dont on connaissait en faisant l'interactome en biochimie, on voit qui se lie à qui. En fait, on avait déjà déterminé avant que NSP13, NSP15, NSP14 se lient à ce complexe et petit à petit arrivent des structures par cryo-EM où on voit des complexes ici qui sont à la fois réplicatifs et transcriptionnels et aussi de réparation, puisque je vais vous en parler, il y a NSP14 qui est une enzyme qui est capable de corriger les erreurs de réplication. Donc voilà l'organisation du génome. Alors il y a la photo de Rolf Hilkenfeld parce qu'en fait avant tout le monde, en 2002, il avait déterminé la structure de la protéase NSP5. Et à partir de là, en l'espace d'un week-end, quand le SARS numéro 1 est apparu, il a juste fait un modèle homologue et il a fait un papier dans Science avec des inhibiteurs qu'il avait déjà préparés. Donc c'est effectivement une anticipation qui est très intéressante quand il y a des homologies de structure de conservation, puisqu'on peut préparer les choses à l'avance. Donc à l'époque, effectivement,
Sacha Gorbalenia et Eric Snyder avaient vu qu'il y avait des tas de signatures sequence qui sont assez intéressantes et surtout totalement inattendues chez des virus ARN. En particulier, un génome ARN qui a une exonucléase et une endonucléase, certainement il a des mécanismes d'immunité pour ne pas se cliver lui-même ou de compartimentation, etc. Et donc les deux enzymes qui sont relevantes aujourd'hui pour l'étude des mutations, c'est NSP12 qui les fait, les mutations, et NSP14 en complexe avec NSP10 qui répare les erreurs. Alors depuis longtemps on s'était intéressé à cette enzyme, NSP14, qu'en fait on a découvert en 2006 avec l'équipe de John Zibour. En fait c'est pas nous qui l'avons découvert, c'est John Zibour qui nous a un jour contacté en nous disant vous savez faire de la biochimie, est-ce que vous pouvez voir s'il n'y a pas une activité exonucléase? Et effectivement on a fait l'activité exonucléase de cette enzyme. Et puis on a travaillé pendant des années pour arriver à la conclusion qu'un NSP14, même si on pouvait en produire des kilos, on ne pouvait jamais la cristalliser parce qu'en fait il fallait rajouter NSP10 qui se fixe dessus et qui stabilise ça, bien qu'il reste une charnière ici qui donne beaucoup de flexibilité. Et cette enzyme est donc très puissante en tant qu'exonucléase une fois qu'un NSP10 s'est lié dessus. C'est François Ferrand au laboratoire qui a déterminé cette structure, qui a travaillé pendant de longs mois dessus. Et puis finalement on est arrivé à une structure à 4 angstroms et on a toujours voulu l'affiner parce que 4 angstroms pour un cristallographe ce n'est pas sérieux. Et bien, donc on s'est fait doubler parce qu'il y a d'autres qui ont trouvé que c'était suffisamment sérieux pour le publier, on aurait dû le faire. Mais en 2013, on avait déjà la structure et en fait, ce qui est intéressant et qui n'a pas fini d'interroger pour les gens qui s'intéressent à l'évolution, c'est que il y a une activité N7 méthyltransférase ici qui probablement est bien plus large que N7 et qui n'est pas d'un Rossmann fold. Alors ça, c'est vraiment un truc incroyable parce que toutes les méthyltransférases virales sur l'ARN sont toujours de Rossmann fold. C'est le seul exemple qui est connu. Il a bien divergé, donc il y a eu une invention de 2 fois la même chose et il y en a une seule qui a été gardée parce que le Rossmann fold est très efficace et on ne sait pas pourquoi il a été gardé chez les coronavirus, enfin chez les nidovirus en général. Donc on arrive à peu près maintenant à... Alors ça c'est des reconstitutions par modélisation. La modélisation c'est super, on peut tout faire, on pourra en rajouter encore 25 ou 32 si vous voulez. En fait, ce que ça veut dire c'est qu'il y a certainement de l'espace pour faire des gros complexes et ensuite de tester. Parce que c'est bien de faire des modèles, mais en fait il faut tester si on fait des mutations, est-ce qu'on va voir différemment. Voilà. Donc en ce moment on en est à pouvoir voir des liaisons entre ces différentes enzymes, mais on ne connaît pas exactement comment elles s'organisent dans l'espace et dans le temps en fonction des travaux à réaliser. Donc là-dedans, la question c'est, chez les coronavirus, on a souvent dit, puisqu'il y a un système de réparation des erreurs, en fait, ils ne mutent pas beaucoup. Et est-ce vrai déjà? Est-ce qu'ils ne mutent pas beaucoup? Et est-ce que dans le temps, c'est conservé, cette espèce de mutation relativement faible? Alors, c'est vrai que sur le fond, ce n'est pas des virus qui mutent extrêmement plus ou moins que les autres, que les virus ARN. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a des événements, ici par exemple, c'est un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où des gens ont évolué des virus en culture et puis ils ont vu qu'effectivement, il y avait des souches mutatrices qui apparaissaient. Et ces souches mutatrices, elles ont de l'ordre de 10 fois plus de taux de mutation. Donc, la raison pour laquelle ça arrive n'est pas connue. C'est pas lié à la cellule, puisqu'ils peuvent le garder sur des virus sur plusieurs passages. Et les profils de mutation aussi sont très intéressants. C'est pas des profils spécifiques. Alors il se trouve que là, c'est ce profil où ils ont trouvé que G est muté vers T, mais il y a certainement des possibilités. Alors d'autres possibilités de mutation. Quand on regarde un NSP10 qui se lie à un NSP14, effectivement, on peut se dire, s'il se lie pas parce qu'il y a une mutation ou qu'il y a un métabolite dans la cellule qui empêche cette activation, on peut se dire que ça va devenir mutateur. Donc, à mon avis, puisque NSP10 peut se lier à NSP14 et activer la réparation, forcément la nature a pensé avant nous à utiliser ça comme taux de régulation. Donc pour moi, les coronavirus, on ne peut pas dire ils mutent à tant de mutations, de vitesse de mutation, ça doit varier. Il y a certaines conditions où il doit être très mutateur et d'autres doivent être très stables. Alors ici, je montre aussi des datas que vous connaissez très bien, qui sont le début des collections du SARS-CoV-2, avec là, quand on trace plus ou moins une droite dans ce taux de
dans ces points, on voit donc la date et le nombre de divergences, de mutations. On voit qu'effectivement, on a un taux relativement constant qui permettait de dire, bon, ben, il mute pas trop. Et tout. Mais en fait, on voit qu'il y a des événements aléatoires. Ça, c'est l'apparition du variant anglais où on voit qu'il y a énormément de mutations qui sont arrivées d'un coup. Alors, quelle est la raison de ça? Ben, il peut y en avoir beaucoup. Il peut y avoir, comme je disais, des événements aléatoires. Il peut y avoir le traitement des patients avec du plasma qui va sélectionner. Il peut y avoir le remdesivir aussi. Il peut y avoir d'autres mutagènes, etc. J'en reparlerai. Voilà. Autre chose qui est important dans le cas de l'évolution de la pandémie, c'est les coronavirus. Pour synthétiser leurs petits ARN non structuraux, et accessoires, ils ont un processus de recombinaison qui est particulier et contrôlé, qui fait que quand il y a synthèse ici, le complexe peut s'arrêter sur une certaine séquence, sauter sur une autre séquence, et ensuite ça fait donc des ARN tronqués. Et ce phénomène-là, ben, c'est un phénomène de template switching, changement de template, de matrice, qui fait que effectivement, il peut y avoir capture si ce complexe va sur un autre coronavirus. On peut imaginer qu'effectivement, on va avoir des coronavirus hybrides, les fameux deltacron, etc. Tout un tas de choses qui sont connues chez les coronavirus. Donc, c'est des machines à muter, c'est des machines à recombiner. Donc, devant l'ampleur de la tâche, on s'est demandé comment analyser. Alors, quand on voit un arbre GZ et qu'on cherche des mutations, il y a beau avoir des moteurs de recherche, tout ça, c'est un peu. Et qu'on a un nouveau génome qui arrive, vous connaissez parfaitement l'histoire. Trouver la T4507 qui est en G, qu'est-ce que ça fait, etc. Bon, chaque fois, c'est un calvaire. Donc, avec Vincent, qui est un doctorant, on a commencé à travailler sur un programme qui nous permettrait de travailler, de déterminer ça rapidement. C'est un poster qu'il a présenté à un congrès de bioinformatique très récemment. Donc, vous pouvez aller directement là-dessus, éventuellement, si ça vous intéresse. Et voilà comment ce programme fonctionne. Lorsqu'il y a les 26 séquences de protéines de Wuhan qu'on prend en référence, et qu'on installe dans l'ordinateur, on peut avoir notre séquence input qui est comparée, qui fait un blast local et qui aligne contre ces séquences de référence et qui fait en même temps une étude des nucléotides et des protéines. Et donc on a une cotraduction et un display, et donc je vous montre maintenant comment ça marche. Ce qu'on a, donc on a une input, c'est les génomes qu'on vient de séquencer. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut travailler avec 30 paires de bases et pas plus. Enfin, pardon, excusez-moi, pas moins, de 30 jusqu'à 3000, 30 000, ce qu'on veut comme génome, avec des N partout. Tout le programme est capable de faire un petit peu son travail tout seul. Et donc on voit qu'on peut avoir d'un côté les protéines ici et les acides aminés ici et les nucléotides de l'autre côté. Donc en bougeant le curseur, on peut avoir les deux en même temps et on peut voir immédiatement où on est et quelles sont les mutations, est-ce qu'elles ont été silencieuses, quels acides aminés ont été impactés. Et donc à partir de là, évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est pouvoir cliquer et ensuite avoir la structure et voir les acides aminés pour pouvoir directement aller au but. Alors, je vous repasse là. Donc, on a les séquences de référence, par exemple NSP2 ici, l'input qu'on a mis. Et vous voyez, dès qu'on bouge le curseur d'un côté, ben, il bouge de l'autre et on voit les deux acides aminés et les acides aminés et les nucléotides en même temps. On peut facilement donc repérer tout ce qui est mutation, localisation, et ensuite, évidemment, on va implémenter avec des arbres et la structure. Voilà, on peut avoir tous les outputs. Ça va être. Il y a une publication qui est en train d'être préparée. Ça va être disponible très bientôt. Alors, que va-t-on faire maintenant de tout ça? Eh bien, donc, quelle est la base de cette mutagénèse et quels sont les déterminants moléculaires qui permettent d'avoir une fidélité et une correction particulière chez les coronavirus. Ici, c'était une vieille diapositive de 2007, je crois, 2006, qui montre une corrélation entre la taille des génomes des différents virus ARN
et la taille ici et les familles. Ici, on voit qu'effectivement, il y a dans toutes ces familles, ça va jusqu'à 10 000 environ. Et puis là, donc c'est vieux déjà, hein, parce que cet endroit-là a été peuplé en nouveaux virus. Hein. Il y a au moins chez les nidos, maintenant il y a 11 ou 13 familles, alors qu'il y en avait 4 ou 5 sur les vieilles diapos que je vous ai montrées. Et comment, les questions qu'on se pose, c'est y a-t-il une relation entre la fidélité et l'expansion des génomes? Effectivement, quand un génome devient plus grand, il faut bien qu'il contrôle ses mutations. Il ne peut pas accumuler davantage de mutations, sinon ça ne va plus être vivable. Donc, quelle est la corrélation là-dedans? Alors, ce qu'on a pu voir, déjà, c'est que dans le site actif de la polymérase, on a certaines combinaisons d'acides aminés sur 2 motifs. Le motif F et le motif C, qui sont les moteurs de la polymérase. Et en fait, on voit que c'est très bien corrélé, ces changements d'acides aminés, avec une polymérase ici, chez les grands coronavirus, qui a un A en motif F et un SDD. Alors, en motif C. Comment le taux de mutation est contrôlé? Là, chez les petits virus, on a la calandre, hein, le moteur de la polymérase, qui lui-même est construit de manière à avoir une certaine fidélité. Et l'évolution peut pousser à une fidélité, mais après, au bout d'un moment, on ne pourra pas dépasser un certain taux. Donc, dans l'évolution des êtres vivants, effectivement, il s'est mis en place d'autres mécanismes pour contrôler cette fidélité, pour que les génomes puissent grandir. Et ce qu'on savait jusqu'à pas longtemps, assez récemment, c'est l'acquisition de cette exonucléase ici qui a permis de passer en taille de génome beaucoup plus grand. Alors, ce qu'on s'est posé, est-ce que ça suffit? Est-ce que parce qu'on a un génome qui est plus fidèle, on pourrait... alors dans ces cas-là, on peut se demander pourquoi là, il n'y a pas des organismes ARN qui auraient des génomes de la taille des génomes ADN. En fait, il y a un autre problème, c'est que l'ARN, il n'est pas très stable, comme on sait. Et effectivement, quand on a placé tous ces grands génomes sur cet axe-là, on s'est aperçu que c'était très corrélé aux familles de virus. Par exemple, les flaviviridés ou qui n'ont pas d'exonucléase, ils plafonnent à 20, il y en a un à 27, c'est celui-là, puis sinon avant ça peut pas grandir. Tout ça, après il y a l'exo, mais il n'y a pas que l'exo, il y a cette amélioration du site actif qu'on a pu regarder de manière précise avec Olve Pearson qui est venu faire une année sabbatique au laboratoire. Et on a vu que dans le site des polymérases petits génomes, on avait cette assemblée d'acides aminés, un glutamate ici et une arginine. Et on voit le site actif, là on voit c'est l'ARN, le site actif ici et le nucléotide qui arrive s'ajouter. Donc ça va faire une liaison avec l'alpha-phosphate. Et on voit que là c'est très encombré et le nucléotide ne peut absolument pas bouger. Il est pris en étau et la fidélité est contrôlée extrêmement précisément ici par cet ensemble de résidus. Et donc on a une vitesse, comme effectivement c'est contraint, il y a une vitesse faible d'incorporation et une fidélité forte. Alors évidemment ce qu'on a fait, puisqu'on a maintenant 2 enzymes qui réagissent bien à la purification et à la caractérisation en biochimie, on a constaté que chez le SARS, il y avait beaucoup plus d'espace. Là, le glutamate n'était pas présent et il y avait une alanine. L'arginine n'était pas maintenue et donc on voit que le nucléotide peut rentrer à une vitesse et se loger là de manière beaucoup plus facile que chez les polio et les picornavirus. Et ensuite, donc là, on a pu mesurer les fidélités du coronavirus et en fait elle est très faible. C'est l'exo étant là, ça rattrape la fidélité, mais la polymérase elle-même est une polymérase qui est très infidèle, je dirais. Et par contre, le fait d'avoir ouvert considérablement le site actif là, ça rentre très très vite et c'est une polymérase qui va à une vitesse extrêmement forte, ce qui est cohérent avec sa longueur de génome. Et donc tout ça, ça a été rattrapé par l'évolution d'une sérine ici qui maintient le primer en position pour que la fidélité puisse être ramenée à un taux relativement correct. Donc en fait on a un schéma maintenant sur l'apparition de la vie finalement avec les petits génomes d'ARN qui sont les protovirus qui commencent à s'assembler et à faire des molécules de plus en plus longues. Et puis petit à petit, une fois que la possibilité d'extension des génomes commence à être maximum par ce genre d'amélioration biochimique et biophysique, on a une limite,
physique atteinte avec les grands virus qui est de l'ordre de 40 kb et qui sera peut-être plus ou moins battu ou augmenté, mais qui n'ira pas plus loin à cause de la stabilité physique de l'ARN. Tout ça est corrélé aussi, cette stabilité physique de l'ARN, avec l'apparition dans les grands génomes de plusieurs RNA méthyltransférases qui font en fait, plus le génome est grand, plus la probabilité qu'il y ait une RNA méthyltransférase est élevée, parce qu'en fait, la méthylation de l'ARN, c'est un des facteurs de protection. Par exemple, en 2', quand c'est méthylé, l'ARN est beaucoup plus stable. Et donc, on a un triangle qui est responsable, l'interaction des différentes forces de ce triangle fait qu'on peut avoir des génomes qui augmentent. Une polymérase qui augmente en fidélité, l'acquisition d'une exonucléase et une stabilité chimique donnée par les méthyltransférases. Donc dans ce contexte, et pour revenir au SARS, on s'est toujours demandé, est-ce que réellement, puisque c'est des virus qui peuvent moduler leur fidélité et leur taux de mutagénèse, est-ce que de traiter des patients avec des médicaments mutagènes, est-ce que c'est une bonne idée? Et si on passe en revue un petit peu les médicaments dont on dispose, et on a 2 types de médicaments, des médicaments qui tuent la synthèse, c'est-à-dire qui arrêtent par terminaison de chaîne, et c'était toujours les médicaments qui ont été privilégiés pour les autres virus qui n'étaient pas doués de réparation de leur génome, pour le HIV, HCV, mais pour les coronavirus, finalement, assez peu ont pu être trouvés comme terminateurs de chaîne. Et au contraire, ce qui est sorti comme effet antiviraux, ce sont des médicaments qui sont des corrupteurs de la synthèse, qui, au lieu d'arrêter la synthèse, la permettent, mais en fait font un ARN qui est modifié, soit génétiquement, c'est-à-dire qu'il va coder pour n'importe quoi, et le virus va être trop muté pour survivre, soit qui vont corrompre cet ARN avec des modifications chimiques qui vont empêcher l'ARN d'être fonctionnel alors qu'il n'est pas mutagène. Donc je vais donner quelques exemples là-dessus. Évidemment, un des plus connus, c'est le molnupiravir, qui est une base modifiée qui a un équilibre tautomère et donc qui permet d'avoir 2 liaisons alternatives, et donc qui code soit pour A et soit pour G, donc qui va être fortement mutagène. C'est un médicament qui était connu depuis longtemps pour être mutagène, et vous connaissez certainement l'histoire et la controverse autour de ce médicament. Depuis 1980, on sait que le molnupiravir est un mutagène pour l'ARN, et pour l'ADN, pardon. Le problème ici, c'est quand on met un ribose et qu'on pense qu'il va être simplement actif sur l'ARN, on ne connaît pas exactement le taux de molnupiravir qui est transformé en déoxymolnupiravir qui pourra empoisonner l'ADN. Ça, c'est la première des choses. C'était écrit là dans un papier qui a été fait par Philippe Danchin, Antoine Danchin et Philippe Marlière, c'est pas PCA. Et aussi effectivement la controverse qui est arrivée de gens, donc c'est pas non plus des gens inconnus dans le milieu des antiviraux, Ray Shinazi, Ralph Baric, des gens qui ont vu effectivement, qui n'ont pas voulu développer le molnupiravir contre l'hépatite C parce qu'il y avait un risque mutagène. Bon, il faut dire que l'hépatite C, les traitements sont beaucoup plus longs aussi, donc prendre un risque de traitement avec un mutagène sur un temps long, c'est plus embêtant. Donc voilà où on en est avec le molnupiravir. La question qui s'est posée, c'est le remdesivir, lui aussi il a une base modifiée, c'est une pseudo-adénine, alors une liaison CC qui est assez stable, un cyano ici, et une base aussi auquel on voit que le jeu de distribution des électrons n'est pas forcément celui d'une adénine. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le remdesivir a un potentiel mutagène? D'autant plus qu'effectivement, sur ce graphique que je vous ai montré, on avait un taux d'accumulation, c'est le texte qui était avec ce préprint, qui montre qu'il y a une vitesse d'accumulation de mutations assez importante, qui vient de patients qui sont immunosuppressés, chroniquement infectés, donc sur un temps long, et aussi les patients étaient traités avec du plasma de convalescent et du remdesivir. Donc quelle est la part de création de ce saut mutationnel du remdesivir? Je pense que ça mériterait
une étude. Donc on a effectivement en ce moment conduit, nous, au niveau biochimique, des études sur le remdesivir. Et effectivement, alors, ce qu'on a fait, je ne sais plus si j'ai là. Ce qu'on a fait, on a pris le triphosphate du remdesivir, et on a regardé in vitro l'incorporation du remdesivir, et on a fait synthétiser un remdesivir qui n'a que la base, mais pas le cyano, et un remdesivir qui a un A ici et le cyano. Et avec ces trois molécules, on a pu comparer et mettre en évidence qui fait quoi. Donc le cyano, lui, il empêche un petit peu l'excision, hein. La base, elle a, quand elle est toute seule, un effet mutagène très fort. Et d'ailleurs, ce composé sans le cyano est toxique, ne peut pas être utilisé. Et par contre, quand on met les deux, le fait que ça arrête un petit peu la synthèse, fait que l'effet mutagène du remdesivir, il est vraiment borderline. C'est-à-dire, on a du mal à le mettre en évidence. Il y a une légère mutagénèse de A et de G. L'enzyme confond le A et le G avec, prend le remdesivir pour A et G, et on est en train de dépioter les résultats. Tout ça, maintenant, ça nous permet d'essayer de classer les différentes molécules antipolymérases entre des tueurs ou des agents de corruption de la synthèse d'ARN. Donc on a un mécanisme ici qui est la terminaison de chaîne franche, et le remdesivir qui peut terminer la chaîne, la synthèse, de manière délayée, c'est-à-dire il peut y en avoir 2 ou 3 qui sont insérés, puis en fait il a du mal à continuer. Donc il y a plusieurs molécules comme ça. Et puis la corruption chimique qui est d'un côté mutagène, comme le molnupiravir, comme le favipiravir, qu'on a étudié aussi, et une corruption chimique. Une corruption chimique, c'est par exemple quand on met un 4' azido, un 4' fluor. Le nucléotide est reconnu comme un nucléotide normal, mais seulement l'ARN, il a un fluor, il empêche des repliements, etc. Il y a un effet indirect. Donc en fait, voilà comment on peut classer les choses. Et alors effectivement, plus on va vers la terminaison de chaîne, plus l'influence de l'exonucléase sera importante. Puisque si la chaîne s'arrête, l'exonucléase a le temps de réparer, alors que si c'est un mutagène, ça va jusqu'au bout, et donc l'exonucléase n'a pas le temps de réparer. Donc tout ça, c'est les facteurs qui permettront d'avoir une meilleure combinaison de molécules, c'est-à-dire des inhibiteurs d'exo ou des mutagènes avec des terminateurs, etc. etc. Maintenant, que font ces mutations? C'est là un petit peu la deuxième partie de mon exposé. Vous savez effectivement que voilà, ça c'est un génome au hasard qui est pris avec, au bout d'un certain temps, ça doit être le variant anglais, je crois, je ne me rappelle plus exactement, le 617. Et on voit qu'effectivement, il a accumulé plein de mutations. Le problème, c'est celle-là, elle est gardée. Qu'est-ce qu'elle fait? Celle-là, voilà. Alors, effectivement, j'ai mis là la spike parce qu'on s'est intéressé que à ce qu'on connaît. C'est-à-dire, on a une lampe électrique, on regarde et on cherche dans le faisceau de la lampe. Et la lampe, c'est la spike. On connaît la structure, on connaît l'effet de mutation. On peut avoir un readout où on voit que ACE2 se lie ou pas. Donc, on peut en tirer des choses. Mais en fait, le problème, c'est que le virus, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi l'immunité innée, la vitesse de réplication, l'échappement. Il y a plein d'autres choses. Et là, il y a pour les étudiants en particulier, il y a un domaine infini d'études des différentes mutations, ce qu'elles vont pouvoir faire d'un point de vue structural, fonctionnel, réponse à l'immunité, etc., etc. Donc c'est, pour le moment, on en est au balbutiement de regarder ce que la spike fait. C'est très bien, mais ce graphique montre, qui avait été publié en 2007, je crois, l'expression, les mutations qui s'accumulent pour plein de raisons différentes chez les coronavirus. D'une part, pour l'expression du génome, il y a des mutations qui sont là pour favoriser une expression et avoir des protéines qui soient plus présentes pour combattre la résistance de la cellule hôte, des mutations qui sont là pour augmenter ou diminuer ou juste réguler la réplication, et puis des mutations qui sont là pour s'assurer que le virus puisse bien se disséminer. Et donc là, une des mutations les plus célèbres là-dessus, c'est D614G qui est apparue très tôt dans l'épidémie, qui a donné une spike améliorée, et bien, du coup elle a été conservée par l'évolution. Ceci dit, quand on prend un nouveau virus et qu'on le séquence, on trouve des mutations, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des mutations qui sont venues parce que c'est un virus qui est arrivé de la chauve-souris, qui est arrivé chez l'homme, et donc il se peut très bien qu'il y ait des mutations qui soient arrivées là, qui sont juste des mutations d'adaptation de la chauve-souris à l'homme, et qui n'ont pas d'autre fonction que de passer entre les deux autres. Il y a aussi les mutations qui ne sont pas prises en compte dans ce diagramme, c'est les mutations qui créent des mutations.
C'est-à-dire les mutations qui vont taper dans l'exo ou qui vont taper dans la polymérase pour qu'elles créent des mutations davantage pour que le virus puisse s'adapter. Celles-là, elles sont difficiles à lire. Hein, comment peut-on réellement quantifier cet effet? Donc, on a commencé à regarder les différentes mutations qu'on pouvait étudier, essayer de mettre un peu de sens là-dessus. Et effectivement, l'idée, c'est d'essayer de regarder ailleurs que sous le faisceau de la lampe électrique qui est braqué sur la spike. Donc, une des mutations qui nous a intéressés, c'est une mutation très tôt qui est apparue sur la polymérase, naturellement, parce que j'aime bien la polymérase. Et donc, elle est apparue très tôt et elle est restée. Donc, c'est qu'elle a vraiment un intérêt d'être là, sinon elle aurait été perdue, puisque le virus a les moyens de s'en débarrasser et de faire des polymérases plus adaptées. Et donc, cette mutation, quand on regarde, le premier outil qu'on voit, puisque on a la position de la mutation, c'est où elle est. Alors, on voit NSP12, NSP7, 8, l'ARN. Quand on tourne à 90 degrés, on voit que là, les NSP8, ils s'en vont vers l'arrière, donc ils sont le long de l'ARN, et on voit qu'il y a un NSP7 lié avec un NSP8 qui s'en va, P323 est là, et il est juste dessous le deuxième NSP8 qui est fixé sur NSP12. Et donc en fait, une proline, c'est assez raide, ça donne, en changeant avec une leucine, une souplesse différente, et on sait, je ne vais pas vous le montrer là, mais on a pu déterminer que NSP8 et NSP, cette molécule-là s'associe très rapidement avec NSP12, et celle-là s'associe beaucoup plus lentement. Donc en fait, il y a ce qu'on a commencé à chercher, c'est un effet dans l'association de NSP8 avec cette NSP12. Et ce qu'on a pu voir déjà, c'est déjà qu'au départ, quand on fait la stabilité du wild type par rapport à P323L, on voit qu'il y a une diminution de la stabilité thermique. C'est-à-dire ça amène un petit peu de flexibilité, pour une raison qu'on ne connaît pas. Et donc on a essayé de voir cette stabilité on préforme un complexe NSP7, NSP8, celui qui va s'associer à gauche sur la figure de tout à l'heure. Et on met ensuite NSP12 en association immédiate ou avec un délai d'association, un temps d'incubation pour lui permettre de s'associer. On mélange les deux et on voit si les propriétés ont changé. Et effectivement, on voit qu'il y a une différence qui se résout entre les deux. Alors c'est peut-être pas encore assez, on est en train de travailler à d'autres méthodes pour le voir beaucoup plus clairement, mais il y a vraiment une différence de stabilité d'association. Alors maintenant, comment faire du sens de cette histoire là? Pourquoi on a une polymérase qui est un peu plus loose que l'autre? Et bien finalement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que dans la chauve-souris, chez les chauves-souris, la température corporelle, et donc l'infection avec les virus, peut varier entre 20 degrés quand ils rentrent en torpeur, même des fois jusqu'à 16. Et puis, dès qu'ils sortent de la grotte, qu'il fait chaud et qu'ils commencent à voler pour manger des insectes, en fait, leur température corporelle, elle peut monter beaucoup plus que 40 degrés même. Donc en fait, ce virus qui doit se répliquer là-dedans et rester, en fait, il a une amplitude thermique extrêmement forte, alors que quand il passe chez l'homme, en fait, il reste à 37 degrés et cette amplitude thermique est probablement responsable d'avoir cette polymérase comme ça. Et dès qu'elle a P323L, en fait, elle est plus adaptée pour être à 37 degrés. Donc c'est l'hypothèse. Et ce qu'on fait maintenant, on va essayer justement de voir, d'étendre les gammes de température et de voir quelles sont les propriétés différentielles des deux polymérases. Est-ce qu'on a détecté des mutations, des phénotypes mutateurs au cours de tous ces séquençages de génome sur le SARS? Alors, chez NSP14 même, il n'y en a pas finalement des masses. C'est une enzyme qui reste très stable d'un point de vue mutation, comme la polymérase d'ailleurs. Il y a assez peu, quand on compare à la spike, il n'y a rien à voir. Et on voit qu'effectivement, seuls quelques virus ont des mutations qui sont restées fixées dans NSP14. Alors le travail là-dedans, c'est voir ces mutations où elles se mettent sur une séquence d'un point de vue alignement de séquence et voir si on tape dans les motifs conservés. La plupart du temps, c'est pas dans les motifs conservés. Quand on regarde ensuite le positionnement qui est en rouge ici de ces mutations, on voit que les sites catalytiques
ne sont pas touchées. La plupart du temps, c'est des mutations secondaires qui sont juste des adaptations extrêmement faibles d'un point de vue structure. Si on recalcule les structures avec ces mutations, on voit vraiment pas beaucoup de différence. Et alors peut-être qu'il y a effectivement des mutations qui donnent une association différente avec le complexe de réplication, mais franchement, c'est jamais extrêmement clair. Et on n'a pas pu vraiment avoir de réponse claire sur des virus qui resteraient mutateurs au cours de l'épidémie et qui généreraient des mutants. C'est plutôt des sauts évolutionnels, des sauts de mutateurs qui sont apparus au cours de l'épidémie, plus que des virus mutateurs qui se baladent et qui créent des mutations régulièrement. Donc en ce qui concerne Omicron, quand il est apparu, évidemment, comme tout le monde, ça a été une assez grande surprise avec plus de 60 mutations. Ici on voit les gènes structuraux, effectivement vous voyez dans tout ce qui est 12, il y a très peu de changements. Le moteur est resté le même. Par contre effectivement la spike elle a vraiment changé. Et en particulier il y a une mutation qui nous a interpellés, c'est 796Y. Bon, je vais d'abord parler de comment effectivement on peut regarder les autres mutations. Vous avez en rouge ce qui est connu. Beaucoup de mutations dans NSP3. NSP3, c'est une grande plateforme, une grande polyprotéine qui s'associe à la membrane et qui de là ordonne le virus sur la membrane. Donc s'il y a un truc à se rappeler, c'est qu'un NSP3, c'est vraiment corrélé avec la formation de l'usine virale. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de mutations dans NSP3, on peut se demander, tiens, le métabolisme des membranes a probablement été modifié. Alors ça, c'est des choses qui sont parmi les plus difficiles à travailler, parce que c'est extrêmement compliqué, tout est insoluble, ça agrège, c'est un cauchemar de biochimiste. Et on voit qu'effectivement, les enzymes solubles coupées par NSP3, dans NSP3, c'est le macrodomaine qui n'a pas de mutation, et PLpro, qui a une mutation ici, très mineure, dont on peut essayer de regarder sur la structure. Alors oui, effectivement, PLpro, la mutation en question serait intéressante à regarder parce que PLpro s'associe avec une autre protéine qui est une protéine de réponse à l'interféron. Donc oui, cette mutation, si elle a un effet, effectivement, c'est ce qu'il faut aller regarder. Quelle est la production d'interféron? Quelles sont des cellules qui sont altérées avec ça? Est-ce qu'il y aurait un effet? Voilà, c'est le genre de choses que les données structurales peuvent guider. En ce qui concerne la protéase, on a vu dans Mpro qu'il y a une mutation qui s'est accumulée très tôt et qui est restée, c'est P132H. Alors là, on ne sait pas aussi si c'est une mutation d'adaptation aux chauves-souris vers hommes, parce qu'en fait, elle est très répandue. Par contre, ce cas, c'est qu'elle est très loin du site actif et il est probable qu'il n'y a pas vraiment d'effet. Mais bon, maintenant, tout ce qui existe comme test permettent de voir si, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le Paxlovid va avoir, c'est un inhibiteur de cette protéase, va-t-il avoir un effet différent suivant quelle mutation? Bon, je pense qu'en fait, l'expérience du VIH là, nous indique beaucoup ce qu'il va falloir effectivement muter, puisqu'on connaît maintenant des mutations, des complexes ternaires entre Paxlovid et protéase, donc on va pouvoir refaire tout le travail qui a été fait sur les protéases. Donc, une mutation qui nous a frappé, c'est D796Y. D796Y, c'est une mutation qui apparaît très tôt avec Omicron. Dès le début, elle est là. Et si on regarde la position de cette mutation, c'est la diapo d'après, mais je veux simplement rappeler quelque chose que vous savez déjà parfaitement mieux que moi. Les différentes voies d'entrée du virus. Vous avez une voie qui rentre par l'endosome, où le virus est acidifié dans l'endosome et donc permet la fusion pour relâcher son matériel génétique, ou alors une voie qui passe directement par l'activation par TMPRSS2 et qui rentre directement avec une fusion membranaire. Et donc, le procédé de fusion est donné par deux clivages. Un premier clivage qui va être en S1-S2 avec un site de clivage à la furine qui est unique au SARS, qui est marqué ici. Et une fois qu'il y a ce clivage qui a été fait,
un deuxième clivage en S'2 va être fait. Et alors on voit que le 796Y est relativement proche de ce S'2. Donc le problème qu'on s'est donné, c'est où sur la structure est ce D796. Et voilà le site de clivage et la boucle. Et ici, à ce niveau-là, est le niveau du site de clivage à la furine. Donc on voit qu'ils ne sont pas très loin. Ça, c'est le trimère de la spike. Donc il y en a 3 hein, tout le long. Et ce processus de clivage ici et de clivage secondaire qui va conduire à la fusion. Si on regarde de plus près, voilà l'endroit qui est clivé en S'2 par TRMP-SS2. Et voilà la boucle. On voit que ces acides aminés ici sont très proches et reliés, finalement, connectés avec D796Y, D796. D796, c'est un acide aminé acide, hein, COH, qui fait une liaison avec un site ici de glycosylation. C'est une glucosamine. Et on voit ici, alors c'est pas très bien résolu, vous allez me dire 3,8 c'est limite. En fait, s'il y a 3,8, c'est que forcément, dans plein de structures, on va le trouver à 3 angstroms et en bonne liaison hydrogène. C'est maintenu par la mutation par l'acide aminé aspartate 796. Et lorsqu'on regarde sur Omicron, on a ici une tyrosine. Alors ce qui est intéressant avec la tyrosine, c'est que d'abord, elle ne fait pas, sur les structures qui sont déterminées sur Omicron, elle ne fait pas le même lien. Et la tyrosine, son pK, il est complètement différent de l'aspartate. Ce qui veut dire qu'en milieu acide, ce lien n'est pas bougé, alors qu'en milieu, pour l'aspartate, ça sera complètement différent. Donc ici, il s'est passé une chose majeure qui tient cette boucle, et cette boucle est d'autant plus intéressante qu'il y a un même phénomène de switch. À l'intérieur de la boucle ici, on a un aspartate qui est lié avec une lysine, et cette liaison hydrogène, qui est double d'ailleurs, disparaît à milieu acide. C'est-à-dire que quand il est protoné, ça s'ouvre, et donc c'est tout lâche. Et à ce moment-là, il peut y avoir, on commence à comprendre les déterminants d'ouverture dans l'endosome et de clivage. Donc le fait que 796 se soit muté en une chose qui est intimement connectée à ça, fait que, oui, le métabolisme de Omicron avec l'endosome, les membranes, est certainement différent de tout ce qu'il y a avant. Donc effectivement, Omicron a été rentrant beaucoup mieux par la voie endosomale que par TRMP-SS2. Ben, je pense que là, on commence à avoir des datas qui disent que oui, ce serait intéressant de regarder côté biochimie. Donc, pour terminer, j'attirerai l'attention sur le point que j'ai levé sur la mutagénèse. Quelle est la régulation, maintenant qu'on connaît à peu près, on commence à savoir comment ça marche, quels sont les mécanismes, sous quelles conditions on peut avoir un virus qui va devenir mutagène ou pas. Ça me semble extrêmement important pour ce qui est des futurs contrôles et regards, séquençage des épidémies. Contre un virus mutagène et capable de temps de variation, je pense que des thérapies de combinaison effectivement seront absolument nécessaires. On peut imaginer un antiprotéase et 2 médicaments antipolymérase qui soient 2 mécanismes complémentaires et non pas connaître d'abord le mécanisme pour savoir ce qu'on va combiner. Ce serait pas mal. En particulier de s'occuper de l'exonucléase. Puisqu'elle joue un rôle absolument majeur, même si chez certains coronavirus, quand on la mute, le virus est toujours viable en cellules en culture. Mais ça ne veut pas dire sur certains tissus qu'il est toujours viable. Donc détecter, séquencer, c'est super, mais je pense que c'est une problématique qui est déjà apparue quand on a commencé le séquençage du génome humain, est bien au courant. À un certain moment, on se disait c'est bien toutes ces mutations et tout ça, mais il va falloir retourner en chambre froide et voir ce que ça fait. Par exemple, la mucoviscidose, combien il y a de mutations dans le gène, quels sont les différents phénotypes et tout. Ben oui, ça c'est extrêmement important de le savoir. Et aussi, juste un petit, je prêche pour ma paroisse. Je ne suis pas vraiment biologie structurale, mais j'adore la biologie structurale parce qu'elle nous donne vraiment une vue fonctionnelle et elle n'a jamais été autant dans les news, puisqu'on a discuté tous les jours de la spike, des acides aminés, on l'a vu partout.
Ben oui, je pense qu'il faut continuer et essayer de mieux comprendre ce qui va se passer d'un point de vue de la séquence jusqu'à la structure. Donc je voudrais remercier mon équipe et en particulier les gens qui ont contribué à tout ce travail. Ashley, postdoctorante au laboratoire, François Ferron qui prend en charge tout le côté structure, Étienne de Crolly qui évidemment tous les jours on discute de tous les résultats, et puis Jean-Claude Guillemot qui s'occupe de la plateforme de screening et tous les gens qui nous ont aidés tout au long de ces années, en particulier récemment avec les projets européens qu'on a pu avoir qui nous ont permis de continuer à travailler sur ce projet. Voilà, merci.